titre un peu provocateur, d'accord. Le thème, le titre met un peu dedans. Il y a beaucoup de curiosité, démystifier l'échec, ça fait du bien. Séduite par l'idée de parler de l'échec. Merci. Alors, je vais avoir besoin de vous de temps en temps, comme ça, le format théâtralisé. Merci Emma. Je vais avoir besoin de temps en temps de vous dans le chat, mais je vous dirai à chaque fois comment basculer. Je vais me présenter, je m'appelle Édouard Weminia. Cet atelier a commencé, cette conférence a commencé directement avec un échec, et puis on va voir si on peut en faire quelque chose tout à l'heure, puisque c'est ce que je propose dans cette conférence théâtralisée. Donc, pour mon parcours un petit peu, j'ai fait 10 ans dans le BTP. Ça fait 17 ans aussi que je suis comédien improvisateur. Et aujourd'hui, mon travail, c'est un peu slasher. Je suis comédien, chanteur, improvisateur. J'ai cofondé une société qui s'appelle Olisco et avec laquelle on accompagne les entreprises sur des nouveaux modes de gouvernance coopératif. On a une raison d'être qui est d'élever les niveaux de conscience pour mieux vivre ensemble. Et je suis dans une coopérative aujourd'hui qui s'appelle Graines de Sol. Cette coopérative fonctionne en gouvernance partagée pour ceux qui savent ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Le BTP mène à tout, vous allez le voir, Frédéric. Nous sommes aujourd'hui 300 associés dans la coopérative et en 2016, je suis devenu champion du monde de théâtre d'improvisation, comme quoi le BTP amène n'importe où. J'aimerais commencer cette conférence en partageant avec vous des phrases qui, je l'espère, sont comme le titre un petit peu provocateur. Bienvenue, j'espère que vous êtes un pro de l'échec parce qu'ici, on veut de l'innovation. Mon dernier projet a été un échec total. J'ai vraiment hâte d'en parler au boss et à l'équipe. Vous avez fait de longues études sans jamais redoubler, un parcours sans faute. Êtes-vous sûr d'être qualifié? Tu t'es planté? Bravo! Continue. Alors, c'est le genre de phrase qu'on entend très peu dans les entreprises. Pour cause, on a un petit peu de mal à mettre en rapport l'innovation, la performance et le fait d'échouer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette conférence? Je vous ai fait un petit sommaire pour qu'on puisse tous suivre le fil tous ensemble. Dans un premier temps, on va parler du lien entre échec et innovation. Comme ça, on va démystifier ça tout de suite et on va savoir de quoi on parle. Dans un deuxième temps, on ira faire un tour du côté de c'est quoi l'imagination, l'invention, l'innovation, etc., pour qu'on se mette d'accord un petit peu sur les mots de vocabulaire. Ensuite, on ira voir c'est quoi cette peur de l'échec que l'on a tous. Oh, il y en a qui mettent des citations. Je ne sais pas si on aura le temps de lire en essayant continuellement, on finit par réussir. Ah, ok. Ensuite, on ira voir ce que c'est que la créativité. Et vous allez voir que ça a un lien un petit peu dans toute cette conférence. Et on va s'intéresser au secteur public, bien évidemment, parce que je crois que 100% des gens qui sont ici ont un lien avec le secteur public et que c'est le mois d'innovation. Alors, quel est le lien entre l'échec et l'innovation? On va prendre des définitions. Il y a des micros qui sont encore allumés, si vous pouviez les éteindre, s'il vous plaît. L'échec, qu'est-ce que c'est qu'un échec? Eh bien, ceci est un échec aux échecs. Pardon, je vais montrer de l'autre côté parce que ma caméra est inversée. Donc ça, c'est un petit échec que j'ai perdu au jeu. Un autre échec pourrait être celui-ci. J'ai raté mon bac. Donc là, échec un peu plus lourd. Un plus gros échec serait une séparation sentimentale. Là, on a du mal à s'en remettre. Donc, on voit qu'il y a une graduation un peu des échecs. Les échecs peuvent être très graves. Par exemple, on peut construire un bateau insubmersible et en fait, il est submersible. Donc, échec avec des conséquences très graves. Et d'autres échecs sont graves. Enfin, bon, quand le 7 mars, on nous annonce qu'il faut tous sortir dans les théâtres et que le 8 mars, tous les théâtres sont fermés, bon, c'est un échec aussi. Mais attention, c'est mon avis très personnel. Donc, mettons-nous d'accord, un échec, ce n'est pas une mini-erreur ou n'importe quoi. Un échec, c'est vraiment le fait de se planter. C'est le fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose. Bref, c'est d'avoir tapé directement dans le mur. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport un petit peu avec l'innovation? Vous n'allez pas me dire, puisque vous êtes en mute. Et pour l'instant, j'ai besoin que vous soyez muté. Eh bien, on va faire un tour d'abord du côté de c'est quoi la définition d'une innovation. Alors, par exemple, ceci est une innovation. Donc, c'est du yaourt sans lactose. Donc, ça a été une innovation. Ceci n'est pas de la viande. Enfin, si c'est de la viande, mais aucun animal n'a été tué pour cette viande. C'est une viande qui est fabriquée directement par une entreprise qui s'appelle Aleph Farm. Donc, voilà. Donc, vous verrez que tout du long, il n'y a pas de jugement de c'est bien, c'est pas bien. Ce sont des innovations.
Ceci aussi est une innovation qui est en cours, elle n'est pas encore, sortie. Je ne vois pas ce qui s'inscrit au-dessus de notre conférencier. Ah, alors je ne partage peut-être pas la bonne page. Vous ne voyez pas le… Est-ce que les… Moi, c'est OK. Arnaud, normalement, je partage toute une page et je suis inscrit dedans aux technologies. Merci beaucoup. Et Arnaud, essayez de chercher, il y a peut-être une autre page dans laquelle je suis avec les diapositives. Donc, ceci, c'est une innovation qui est en cours. C'est un vaccin personnel anti-cancer qui est développé par Pfizer. Ah, je sais que ce n'est pas le bon moment pour parler des vaccins, mais bon, c'est une innovation qui arrive. Et j'ai parlé d'innovations qui sont des produits, mais il y a aussi des procédés. Donc, ce monsieur au-dessus de moi, c'est Jean-François Zobrist qui a écrit un livre sur l'entreprise libérée. C'est une innovation dans le cadre d'une entreprise, c'est-à-dire qu'il a changé en fait la manière dont sont prises les décisions dans son entreprise. Ce n'est plus hiérarchique, c'est une autre façon de fonctionner. On y reviendra un peu plus tout à l'heure. Donc, mettons-nous d'accord sur qu'est-ce que la définition d'une innovation. C'est une invention, un produit ou un procédé qui est amélioré ou commercialisé. On va voir un petit peu tout à l'heure pourquoi je parle de commercialiser. Je vous fais beaucoup de promesses, beaucoup de teasing, mais vous allez voir que tout va se décompter au fur et à mesure. Du coup, c'est quoi le lien entre se planter, ne pas réussir, ne pas obtenir quelque chose et une innovation qui est une invention, un produit, un procédé qui est amélioré ou commercialisé? Eh bien, le lien, ou les voici plutôt. Voici Monsieur Thomas Edison, qui a été un grand inventeur, qui a inventé plein de choses. Et lui, il a une phrase qui est assez célèbre qui dit « Je n'ai pas échoué, j'ai seulement trouvé 10 000 moyens pour que ça ne fonctionne pas ». Il a inventé plein de choses. Monsieur Steve Jobs aussi, qui lui a été licencié de sa boîte. Je ne sais pas encore si je suis le roi du storytelling, on verra tout à l'heure, je vais te faire des tests. Je commente en même temps le chat. Monsieur Steve Jobs qui, un jour, s'est fait virer de sa boîte qu'il avait créée lui-même et qui raconte que en fait, ça lui a permis de prendre un petit peu de recul, de baisser un petit peu le melon et de prendre un petit peu en considération les gens avec qui il travaillait, de s'appuyer un petit peu sur eux. Et quand il est revenu, quand ils ont fait réappel à lui, c'est de là qu'ils sont arrivés tous les iPhone, iPad, iShare aussi, puisque maintenant, grâce à Monsieur Steve Jobs, on peut acheter des téléphones à 1 800 €. Une autre personne qui est très connue aussi, Monsieur Dyson, qui, alors là, vous voyez son invention, le fameux Dyson, l'aspirateur. En fait, il faut savoir que cette invention-là est la 5126e. Il s'est amusé à compter, il n'avait rien d'autre à faire. Il a échoué 5125 fois et à la 5126e fois, il a fini par sortir ce fameux vortex cyclone dont il est le papa et qui lui permet aujourd'hui de gagner tout plein d'argent. Autre innovation qui a plus trait à la sérendipité. Alors, la sérendipité, petit aparté, c'est le fait de trouver une invention par hasard. Voilà. Donc, ces deux personnes-là que vous voyez là sont très connues puisque ce sont elles qui ont inventé le post-it. C'est Spencer Silver et Art Fry. Donc, on les remercie. Grâce à eux, maintenant, on peut mettre des petites notes un petit peu partout. Et enfin, oui, c'est toujours lui, mon copain, parce que je l'aime bien, Monsieur Zobrist, qui lui aussi s'est retrouvé en fait en management. Il s'est avéré qu'il est son entreprise qui s'appelle Favi est arrivé à un moment où il fallait faire un plan de licenciement. Ce monsieur s'est dit, ok, j'ai pas envie de faire ça. Il est descendu dans la salle, il est monté sur une caisse. Il a appelé tout le monde, il a dit, voilà, à moi s'offre une possibilité que je connais, c'est de licencier. Qu'est-ce que vous me proposez? Ils ont proposé tout à fait autre chose. Ils lui ont proposé en fait de baisser les salaires et même de baisser les salaires à un niveau qui permettrait à tous les gens qui étaient en CDD de rester dans la boîte. Il a fait ça en accord donc avec tout le monde et ensuite il s'est mis à prendre tout le monde et à réfléchir à chaque fois qu'il avait une décision à prendre qui paraissait logique, il a décidé de le faire autrement et aujourd'hui il est un petit peu un des pionniers en France, M. Zobrist, de tout ce qu'on appelle entreprise libérée, holacratie, etc., etc. Tout ça a nécessité de la persévérance. On se rappelle Edison qui dit j'ai échoué 10 000 fois, Dyson qui dit j'ai échoué 5125 fois, M. Zobrist qui a échoué aussi plein de fois. Et donc, ils ont un point commun, c'est que pour innover, ils se sont tous plantés et ils ont tous persévéré. Donc, j'espère que maintenant, vous voyez le lien entre innovation et échec. Le lien est même plus fort, c'est que globalement, on raconte qu'il est impossible d'innover si on ne joue pas avec l'échec.
Alors maintenant, vous allez me dire, OK, d'accord, mais du coup, c'est quoi l'innovation? Alors, on va faire un tout petit pas de côté. On va revenir un tout petit peu à ce qu'il y a avant l'innovation, c'est-à-dire l'imagination, l'invention, et ensuite on verra l'innovation. Ces trois choses-là, c'est quoi? Ces trois choses-là, c'est tout simplement ce qu'il y a après l'échec. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est planté, qu'on a été dans le mur, eh bien derrière, il va nous falloir faire sortir l'imagination, l'invention pour arriver à l'innovation. Alors, qu'est-ce que l'imagination? L'imagination, c'est un petit peu mon travail. Je suis improvisateur, je suis comédien. Et mon travail, c'est de créer des histoires comme ça en direct. Et donc, je fais appel à mon imagination. Et là, je vais faire appel à votre imagination. Je vais vous demander, à vous, dans le chat, de bien vouloir m'écrire un mot, n'importe lequel. Et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du chat. C'est parti, à vous de jouer avec vos petits doigts, s'il vous plaît. Un mot, n'importe lequel. J'adore. Parfait, paille, poubelle, patience, poule, galopé. Bravo, libellule, chien, miaou, archive. Diaboteur, ok. Il y a des mots que je ne connais pas. Folie, tasse à café, volonté, turbulence. Super. Rhinopharyngite, je suis désolé, Anne-Hélène. Fung, paparazzi, truc. Alors, si je devais un petit peu faire une image de ce qu'on voit dans le chat, là, l'imagination, c'est ça. C'est-à-dire que l'imagination, c'est un petit peu tout ce qu'on a dans la tête. C'est les mots, les phrases, en fait, quand on donne accès à notre imagination, on donne accès à nos connaissances, à nos désirs, à nos envies, à nos croyances. En fait, c'est tout ce qui est dans l'air, c'est nos idées, c'est nos références, etc. C'est tout ce qui il y a dans notre tête et surtout, c'est tout ce qu'il y a dans l'air du temps aussi. Vous allez voir pourquoi je parle de l'air du temps, parce que c'est très important. Et l'imagination, c'est ce qu'on va utiliser, en fait, c'est ce qu'on va aller chercher quand on cherche à réfléchir après un échec. C'est la phase qu'on va appeler aussi de divergence pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en créativité. C'est le moment où on se nourrit. Donc, notre imagination, elle est soit déjà nourrie, soit on va chercher à la nourrir pour rentrer dans cette phase de divergence, pour chercher dans cette phase d'après-échec. C'est un endroit où il ne faut pas se censurer. Et donc, c'est un endroit qui est compliqué puisque, en fait, il y a plein de choses, soit qu'on ne comprend pas, il y a plein de choses qu'on n'assume pas, il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager, qu'on n'a pas envie de dire. Bref, il y a des choses dans notre imagination qu'on veut garder un petit peu secret à cause du jugement. Cette imagination, concrètement, on en fait quoi? Eh bien, figurez-vous que quand on prend de l'imagination et qu'on ajoute dessus de la créativité, nous obtenons des inventions. Donc, imagination, invention. Vous imaginez que le prochain stade, ce sera innovation, mais pour l'instant, arrêtons-nous à invention. Je vais vous faire un petit exemple de ce que peut être. Oui, j'ai préparé une salle de théâtre pour vous. Et en plus, vous n'avez pas besoin de passe sanitaire, rien du tout. Vous êtes mes invités. Je vais faire un petit exemple. Je vais aller dans le chat et je vais prendre n'importe quel mot. Je vais demander de remonter dans le chat. Et par exemple, je vais m'arrêter à, alors juste en dessous de prout, je vais m'arrêter à possible. Remontez dans le chat avec moi et essayez de trouver amour, prout, possible. Ces trois mots qui se suivent. Merci beaucoup Maxime pour prout, car il y avait très peu d'onomatopées et vous en avez fait une très belle onomatopée. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ma créativité pour inventer une histoire. Donc, on va passer de l'imagination à l'invention. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me forcer à utiliser les mots dans l'ordre. Donc, je vais commencer par possible et ensuite, je vais utiliser persévérer, savoir, et je vais vous inviter comme ça à suivre un petit peu le fil du chat. Donc, attention, c'est parti. Je vais me mettre en mode théâtral. Je me retourne. C'est l'histoire d'un petit garçon qui rêvait de devenir pilote. On lui avait dit toute sa vie que tout était possible, qu'il suffisait de persévérer. Mais lui, il se disait que persévérer ne suffisait pas. Il savait aussi qu'il fallait du savoir. Et oui, il savait très bien que pour devenir pilote, il fallait apprendre. Alors, il décida de chercher l'inspiration dans des livres, dans des magazines. Il commença à regarder les livres d'aviation et se dire, tiens, il faut du cockpit, il faut plein de choses comme ça, mais il trouvait les livres un peu austères. Il avait envie un petit peu de funk, il avait envie que ça bouge. Alors, il décida d'utiliser son chat comme premier expérimentateur. Il construisit un petit avion en plastique, il mit son chat à l'intérieur, il alluma God Save the Queen et il envoya son chat.
Le chat ne fit pas 5 mètres. Mais il était content. Il fit bravo. Il dit à son chat, reviens, Minou, reviens. Le chat ne voulait pas revenir. Il était effrayé après être tombé. Alors, il alluma une petite lumière et il attendit que son chat rentre. Le soir, son chat rentra, tout penaud, avec une libellule dans la bouche. Il lui dit, ben dis donc, mon chat, qu'est-ce qui t'arrive? Son chat ne parlait pas. Il dit, Miaou. Comment ça, Miaou? Miaou, dans la langue de chat, ça voulait dire, je ne suis pas un oiseau. Tu m'as pris pour quoi? Je suis un chat, je suis fait pour rester là. Alors, je vais m'arrêter ici et j'utiliserai ce début d'histoire après pour créer d'autres choses. Donc, nous avons une histoire, un début d'histoire, un petit garçon qui veut voler, il décide de tester sur son chat. Son chat finit par lui dire qu'il n'est pas un oiseau. Je rappelle cette histoire parce qu'après, nous allons l'utiliser dans l'innovation peut-être. Donc, c'est ça, prendre son imaginaire, prendre de la créativité et inventer une histoire. Donc, on a parlé d'échecs. Peut-être que ce n'est pas la meilleure histoire du monde, mais moi, j'ai trouvé cette histoire passionnante et j'ai évité le mot jaboter. Donc, je suis assez content de moi. Alors, donc ça, c'était une invention que moi, j'ai faite avec les mots que vous m'avez donnés, mais il y a des inventions qui sont un peu plus connues, un peu plus célèbres, comme par exemple la roue, tout simplement, qui a été inventée au 4e millénaire avant notre ère. Autre invention très connue aussi, le digesteur, que vous connaissez tous et qui est tout simplement l'ancêtre de la cocotte minute. Alors, le digesteur, c'est très simple. Il y a un monsieur qui s'est dit, tiens, quand je chauffe et que je mets de la pression, la quantité d'énergie pour chauffer est moins forte. Donc, j'ai besoin de moins de chaleur quand je mets de la pression pour faire cuire ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais créer le digesteur. Sauf qu'à l'époque, le digesteur, pour le mettre dans sa cuisine, il fallait vraiment être très courageux. Et autre invention qui est très connue aussi, c'est la Game Boy. J'en viens avec la Game Boy à vous expliquer que une invention, ce n'est pas quelque chose de… Il y a souvent le fantasme un petit peu dans les inventeurs de Eureka, j'ai trouvé la nouvelle formule secrète. Il faut savoir en fait qu'une invention ne peut avoir lieu que dans un cadre précis. C'est-à-dire que inventer la Game Boy, ce n'aurait pas été possible avant si on n'avait pas eu tous les composants, si ce n'était pas une époque où on essayait de tout rendre portable. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il y a eu les Walkman, il y a eu tous les postes portables, etc. Le digesteur, pareil, ça n'aurait pas pu être inventé si on n'avait pas les études sur la pression, si on ne savait pas comment fermer un bloc hermétiquement. Et la roue, là, j'ai un petit peu moins d'historique là-dessus parce que c'est un petit peu plus vieux. Mais non, l'idée, c'est que le génie qui trouve une invention de manière totalement spontanée, ça n'existe pas. C'est tout le temps de la maturation, du test, de l'échec, de l'apprentissage par l'échec et de la persévérance pour obtenir une invention. Je vous l'ai promis tout à l'heure, je vous l'ai dit qu'on allait parler d'innovation. Et en fait, tout simplement, si on prend une invention pour un produit ou un procédé et qu'on y ajoute encore de la créativité, on obtient notre innovation. Et innovation, qu'est-ce que c'est? J'essaie de me retirer. C'est tout simplement une amélioration ou une utilisation ou une commercialisation de cette invention, de ce produit ou de ce procédé. Je vais passer tout de suite à ce qu'on appelle des typologies d'innovation. Donc, vous l'avez compris, je pars de mon imagination, j'utilise de la créativité, j'obtiens une invention. Je pars de mon invention, j'utilise de la créativité, j'obtiens de l'innovation. Par contre, il y a des moyens de nous aider, c'est ce qu'on appelle des typologies d'innovation que je vous ai mis là. Donc, il y en a plusieurs, vous pouvez les lire pendant que je vous parle. L'idée de ces typologies, c'est au lieu de fabriquer, de se dire, tiens, je vais innover comme ça spontanément et puis ça va être génial. Non, en fait, on ne peut pas le faire spontanément, il nous faut un cadre. Ce cadre, c'est ce qu'on appelle des typologies d'innovation et vous allez le voir que ces typologies-là fonctionnent aussi pour le service public. Alors, donc là, on voit commercialisation, etc., etc. Je vais prendre des exemples un peu plus précis pour que vous puissiez voir les différences. Par exemple, une innovation, c'est commercialiser une invention. Ça, c'est le truc qu'on se pose souvent la question. Je ne vois pas le rapport. En fait, si. Une invention, ça peut rester dans un placard. C'est-à-dire qu'on peut inventer plein de choses. Ça ne deviendra une innovation seulement si elle est commercialisée. Par exemple, les Google Glass, ils ont essayé de faire passer ça pour une innovation et aujourd'hui, personne ne l'utilise. C'est donc resté une invention.
Si je reprends tout à l'heure ma Game Boy, ça a été une invention, mais comme ça a été vendu à plein d'exemplaires, eh bien, c'est devenu une innovation. Et voici un autre exemple que je vais vous donner. Je ne sais pas si vous connaissez cet objet de la mort. C'est un hand spinner. Ça a été créé en fait par Catherine Ettinger en 1997. Donc, c'est resté au stade d'invention. Elle avait inventé cet objet parce qu'elle s'était rendue compte que ça permettait à sa fille autiste de rester très concentrée. Et elle s'est dit, tiens, je vais poser un brevet parce que ça a l'air plutôt intéressant. Et c'était une bonne idée. Sauf qu'il ne s'est rien passé et qu'en 1997, le brevet est tombé dans le domaine public. Et comme c'est tombé dans le domaine public, ça a été pris par des entreprises. Les entreprises qui avaient plus de moyens de diffusion ont diffusé. Ça a fait un carton. Les gens ont gagné énormément d'argent avec. Et à partir de ce moment-là seulement, c'est devenu une innovation. En réalité, c'est jaboté. Le Coca-Cola, c'est pareil, ça a été une innovation et c'est devenu une invention. En fait, ça a été une innovation, pardon, et c'est devenu un produit. Il faut bien se rendre compte qu'une innovation, ça a une durée dans le temps. C'est-à-dire qu'une innovation, c'est innovant quand on considère que c'est innovant. Ensuite, ça devient juste un produit. Le Coca-Cola a été innovant, le McDo a été innovant. Mon Dieu, il faut que je sorte de mes exemples là tout de suite. Je vais essayer de remonter un petit peu dans les mots que vous m'avez donnés. Les tasses à café, certainement qu'un jour ça a été innovant et aujourd'hui, maintenant, ça n'est plus qu'un produit. L'iPhone, ça a été innovant. Aujourd'hui, c'est un produit. On attend de l'innovation de chaque iPhone. D'ailleurs, pour reprendre l'exemple de l'iPhone, la tarte tatin, la tarte tartin a été une invention puis une innovation puisque tout le monde voulait en manger après. Et aujourd'hui, ce n'est plus qu'un produit. Le bifidus aussi. Merci pour les exemples. Une autre typologie d'innovation. Donc là, on a vu, on prend un produit et on va le vendre. L'innovation incrémentale. On a parlé des iPhones. Il y en a un autre qui est très connu. Ce sont toutes les golfs. Golf 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais même plus à quel golf on en est aujourd'hui, tellement il y a de golf. Mais ça fait partie aussi des innovations. C'est-à-dire qu'on prend un produit et on va lui rajouter à chaque fois des petites choses, l'améliorer pour que ça perdure dans le temps. Mais ça reste quand même une golf. Mais par contre, cette invention devient une innovation. Autre typologie, alors là, on appelle ça le levier. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre deux éléments et puis on va essayer de les faire rentrer ensemble. Par exemple, je prends un cerf-volant, je lui ajoute une planche et j'obtiens le kitesurf. Donc là, l'idée, c'est simplement de prendre deux choses, d'essayer de les imbriquer et de voir si on peut obtenir quelque chose de nouveau. Et pareil, c'est une invention, sauf que ça peut devenir une innovation si c'est développé derrière, si c'est utilisé. Je vous propose de faire un petit test. On va revenir une dernière fois sur du théâtre, je vous l'avais proposé. C'était un peu le deal de départ. Je vais vous proposer dans le chat de me donner un conte très connu. Donc, je prendrai le premier qui apparaîtra dans le chat. Donc, il faut que ce soit un conte que je connaisse de Perrault. Oui, mais le Petit Chaperon Rouge. Merci, Florence. Je vais prendre le Petit Chaperon Rouge. Florence a été la plus rapide. Je vais vous demander maintenant, s'il vous plaît, un objet. Balai, ça marche. Je prends balai. Je vais vous demander une époque. N'importe laquelle. 1900. Alors, je vais prendre 1900, je vais prendre un balai et je vais prendre le Petit Chaperon Rouge. Et on va tenter une innovation, c'est-à-dire que je vais réécrire, en fait, tout simplement, je vais faire une implémentation de mon Petit Chaperon Rouge et je vais l'adapter avec balai, qui va être un de mes leviers, et les années 1900 que je ne connais pas du tout. Voyons voir ce que ça donne. Il était une fois une petite fille qui vivait dans l'ère pré-industrielle. Elle vivait juste à côté d'une voie de chemin de fer qui passait tout le temps à côté d'elle. Sa maman, un jour, qui avait envie qu'elle aille voir sa grand-mère qui souffrait d'une intoxication des poumons, elle avait effectivement les poumons qui étaient pris par toutes ces poussières de charbon, lui dit: ma fille, il faut absolument que tu prennes ce balai et que tu le portes à ta grand-mère. Il faut que ta grand-mère balaie sa maison pour qu'elle puisse enfin respirer tranquillement dans sa maison. La petite chaperon grise décida d'aller voir sa grand-mère. Elle sortit de la maison, là, les trains passaient à toute vitesse. Il y a un agent qui vint la voir et qui dit: oh, ma petite, que veux-tu faire? Je veux gruger le train, s'il vous plaît. Gruger le train? Mais c'est interdit. Si, car si le train ne fonctionne pas, eh bien, ma grand-mère pourra mieux respirer. Oh, je t'interdis de faire ça. Je vais t'empêcher. Le receveur l'a pris, il l'attrapa, il la jeta dans un wagon, il l'enferma.
Bon, bref, voilà, on peut continuer comme ça plus longtemps. L'idée étant que je vais prendre l'histoire du petit chaperon rouge et je vais la changer un petit peu. Alors ça, vous y assistez régulièrement, figurez-vous, puisque par exemple, si je vous dis, c'est l'histoire d'un petit orphelin qui est élevé par son oncle et sa tante. Essayez de me mettre dans le chat à quoi ça vous fait penser comme film. C'est un petit orphelin, donc élevé par son oncle et sa tante. Il ne se sent pas bien dans ce monde. Un jour, un vieux barbu surgit et lui dit qu'il a une grande destinée devant lui, qu'il va peut-être pouvoir sauver le monde. Alors oui, je vois plein d'Harry Potter. Effectivement, c'est aussi le même pitch que le Seigneur des Anneaux. C'est aussi Merlin, effectivement. C'est en fait plein de films. Ça peut ressembler à Batman, ça peut ressembler à Star Wars. En fait, il y a exactement la même histoire qui a été prise de façon totalement différente. Et à chaque fois, on se dit, tiens, waouh, c'est une toute nouvelle histoire. Non, en fait, c'est une histoire qui a déjà été inventée, mais qui on innove par-dessus. Voilà, je vais accélérer un petit peu plus. J'espère que ces exemples vous ont permis de comprendre que l'innovation, ce n'est pas forcément quelque chose qui apparaît et qui est magique, ça peut être aussi du changement. Voici nos anciennes inventions qui sont devenues innovations. La Game Boy est devenue Switch. Notre fameux digesteur est devenu… alors là, il y a un système tout électronique. Il n'y a même plus besoin de cuisiner. Ça fait tout seul. Je ne sais plus trop. C'est une cocotte minute ultra performante. Et la roue qu'est-elle devenue? La roue, bon, alors maintenant, Michelin en a fait ça, donc c'est imprimable, biodégradable, c'est tout. C'est une roue qui va faire le café bientôt. On en est là aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé beaucoup de produits, mais peut-être faire un tour du côté des procédés aussi, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on peut innover dans les produits, mais on peut aussi innover dans les procédés. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la gestion par consentement. Je vais vous la décrire tout de suite. La gestion par consentement, c'est un outil qui est soit innovant, soit pas, suivant que vous le connaissiez ou pas. Donc, l'idée, c'est de prendre des décisions de manière très rapide et efficace en groupe. On ne cherche pas le consensus. Par contre, on cherche à ce que personne ne soit contre de manière objective. Et l'idée, c'est de rechercher une solution qui soit applicable rapidement. Ce qui se passe dans les entreprises, c'est que ceci remplace quelque chose que vous connaissez peut-être un peu plus, qui était différent, qui est le chef qui décide seul avec ses émotions, ses intérêts personnels, sa compréhension qu'il a des enjeux, ses croyances, ses peurs, son ego, etc., etc., etc. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, il y a des entreprises qui décident de prendre des décisions stratégiques ou des décisions d'entreprise, tout simplement, en utilisant la gestion par consentement et donc excite l'ancien mode qui est le chef qui décide seul. Autre exemple d'innovation de procédé, là, on part vraiment sur la gouvernance. Donc, la gouvernance, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce mot-là, la gouvernance, en fait, c'est la manière dont est réparti, je vais simplifier, la manière dont est réparti, en fait, la façon, le pouvoir et les modes de décision dans l'entreprise. Dans une entreprise pas normale, mais dans une entreprise comme vous la connaissez certainement, et notamment dans le service public, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que plus on est haut gradé, plus on a de possibilités de prendre des décisions. Dans une gouvernance partagée, en fait, on va partager justement les pouvoirs et partager les décisions. Nous, à Olisco, ce sur quoi on travaille, c'est la gouvernance partagée de manière des entreprises opales. Pardon. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a l'holacratie, il y a les entreprises libérées, il y a la sociocratie aussi, qui sont d'autres modèles de gouvernance. Nous, on s'intéresse à ce modèle-là parce qu'on le trouve intéressant. Il s'appuie sur 3 points, l'autogouvernance, la plénitude et la raison d'être évolutive. Et en fait, ça fonctionne sur des entreprises ça fonctionne très bien sur des entreprises qui sont complexes. Et le principe de base, c'est de se dire qu'une entreprise fonctionne comme un organisme vivant, comme un écosystème vivant. Alors, nous, chez Olisco, comment on le déploie, on part du principe qu'il faut travailler sur la structure, c'est-à-dire qu'il faut revoir l'organisation, il faut mettre en place des chartes, il faut travailler sur la raison d'être de cette structure. Ensuite, dans un deuxième temps, on va travailler sur les postures. On va se dire un petit peu, il faut changer nos façons d'être, il faut changer nos comportements. Par exemple, la GPC est un outil que nous allons utiliser aussi. Vous comprenez bien qu'il y a un changement de posture à faire puisque entre le chef qui décide et tout un groupe qui décide des décisions stratégiques, il y a vraiment un mindset à modifier. Tout ça, on l'apporte dans l'entreprise pour transformer et se mettre en mode opale et
tout a un impact les uns sur les autres. C'est-à-dire que la structure a un impact sur les postures et un impact sur les outils. Les outils ont un impact sur la structure, la posture, etc. Et donc, vous comprenez que tout fonctionne de manière un petit peu organique. En fait, c'est comme si on utilisait, l'image qu'on utilise souvent, c'est le corps humain. C'est-à-dire que le corps humain, pour fonctionner, le corps humain qui est une machine complexe, il n'y a pas un seul élément qui décide. Vous imaginez si le cerveau devait penser à chaque fois, il faut que je respire, il faut que j'aille aux toilettes, il faut que… Non, il y a des alertes en fait qui arrivent dans notre corps. Il faut que j'aille chercher les enfants, il faut que vous imaginez s'il faut qu'on pense à tout ça, le moment où on dort pourrait être catastrophique pour nous. Donc tout est interdépendant, mais tout réfléchit un petit peu tout prend des décisions à son niveau. Et l'idée de ces gouvernances opales, c'est de décider à son niveau. Donc il y en a peut-être qui sont en train de se dire, waouh, il y a un gros chemin à faire au niveau du service public. On va y revenir après. Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui bloque l'innovation? Puisque je vous l'ai dit, en fait, il suffit d'échouer, il suffit d'utiliser des typologies d'innovation et bam, on a de l'innovation. La réponse, vous la connaissez tous, c'est 42. C'est une blague que j'avais décidée en amont et je me suis dit, je ne sais pas si ça va faire un échec ou pas. Les cinéphiles auront peut-être reconnu la blague. Sinon, non. Donc, la vraie réponse à ça, c'est la cacoraphiophobie. Qui est aussi dure à dire qu'elle n'est plus simple à expliquer, c'est tout simplement la peur de l'échec. La peur de l'échec, on en est tous conscients, on sait que ça pose des problèmes. Le problème de la peur de l'échec, c'est que ça va bloquer et l'individu, mais aussi ça va bloquer les managers, ça va bloquer les collaborateurs, ça va bloquer les groupes, et à plus grosse échelle, ça bloque les patrons et ça bloque l'entreprise. Donc, oui, il faut échouer pour pouvoir innover, mais non, ce n'est pas facile d'échouer puisqu'il y a la peur. Alors, petit tour du côté de la peur. La peur, c'est une émotion et le problème de la peur, c'est que qu'elle soit réelle ou imaginaire, on a peur de la même façon, c'est-à-dire qu'on ressent exactement les mêmes symptômes. Si vous êtes en train de courir dans une forêt la nuit et qu'il y a un monsieur avec un couteau qui crie derrière vous « Quel est ton film d'horreur préféré ?» Vous êtes en danger. Vous avez raison d'avoir peur. Et donc, vous avez tous les symptômes de la peur. Mais si vous êtes dans votre lit, que vous avez regardé Scream 1, Scream 2, vous avez fait une soirée vraiment cool, et que vous avez peur dans votre lit en vous disant qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dessous avec votre couteau et que vous entendez des bruits bizarres et que d'habitude, vous n'entendez pas ces bruits, la peur est là et cette peur est aussi réelle pour vous. Donc, en fait, le problème de la peur, c'est que qu'elle soit réelle ou imaginaire, elle est là. Et dans les entreprises, comme dans le service public, il y a encore beaucoup de peurs qui sont infondées sur l'échec. Il y a encore beaucoup de paradigmes à dépasser dans ce domaine-là, notamment tout ce qui pourrait être bénéfice du test and learn. Vous savez, on essaye, on apprend, on échoue, etc. Tout ça est encore hors des radars ou des façons de faire, être capable d'abandonner rapidement, ne pas faire attention au biais des coûts irrécupérables, sortir du command and control, toutes ces choses-là qui sont réelles ou imaginaires. Donc là, nous voyons un haut de building. Je pourrais me dire, waouh, si je tombe de là-haut, je pourrais me faire mal. Et c'est vrai, si je tombe de là-haut, sauf que là, je suis en train d'imaginer en bas que si j'étais là-haut, je pourrais tomber. Donc, je suis en train d'imaginer un danger alors que le risque que je prends ici est vraiment minime. Parlons du risque. En fait, il y a quelque chose souvent qu'on ne sépare pas, c'est le danger du risque. Un danger, par exemple, là, dans l'exemple que j'ai pris, un requin dans la mer, c'est un danger. Si je nage avec le requin, je prends un grand risque. Donc, il y a vraiment quelque chose à séparer. C'est un danger, ça cause des dommages. Le risque, c'est à quel point je suis confronté à ce danger. Et quand je vais nager comme le monsieur là avec les requins, oui, je prends un grand risque. Donc, si on en revient à mon danger tout à l'heure, là, ce monsieur, il prend beaucoup de risques. C'est dangereux, c'est fou. Mais c'est des risques qu'il prend lui, c'est-à-dire qu'il a fait il a cherché à savoir un petit peu quels risques il pouvait prendre, comment il pouvait doser par rapport au danger qu'il prend. On appelle ça un rooftopper, donc c'est un gars qui s'appelle Wu Wangning et qui s'amuse donc à monter et à se prendre en vidéo. Il a une chaîne où il diffuse un petit peu tout ça. L'idée, c'est quand vous avez un danger, il faut mesurer les risques et puis essayer de voir un petit peu à quel risque je peux me frotter. Quand j'identifie les dangers réels, donc là, je vous rappelle que ce qui est dangereux, c'est de tomber.
Si je ne tombe pas, ce n'est pas dangereux. Si je ne monte pas, le risque est encore plus éloigné de ce danger. Alors, je peux définir quels sont les risques qui sont acceptables. Et une fois que j'ai défini quels sont les risques acceptables, je peux me dire quels sont mes échecs qui sont acceptables. Ce monsieur est tombé, pardon. Oui, il n'est plus de ce monde, donc il a mesuré les risques et il a mal mesuré les risques. Il a été trop concentré. Venons-en maintenant à l'échec. Je voudrais parler de Monsieur Pépin, qui est un philosophe français, Charles Pépin, qui nous raconte qu'il a été aux États-Unis et il a constaté ceci: avoir échoué en France, c'est être coupable. Aux États-Unis, c'est être audacieux. Il rajoute ceci: avoir échoué jeune en France, c'est avoir échoué à se mettre sur les bons rails. Aux États-Unis, c'est avoir commencé jeune à chercher sa propre voie. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais échec égale essai manqué. C'est tellement vrai, hélas. Merci, Marianne. Oui, ce monsieur a raison. Il est très difficile pour nous de nous dire en France l'échec est vraiment quelque chose de chouette. Après, on peut remonter un petit peu dans le passé et se dire qu'à l'école, on nous a appris que l'échec était vraiment mauvais. C'est-à-dire qu'à l'échec, à l'école, quand on échoue, on est sanctionné d'une mauvaise note. Et c'est tout. Bien sûr, ça change un petit peu aujourd'hui, mais on a gardé ça un petit peu ancré. Quand on échoue avec nos parents, par exemple, eh ben, on va se faire prendre des remontrances. Quand on échoue avec notre patron, c'est rare qu'ils nous disent ces fameuses phrases du début: tu as échoué, bravo, continue. Non, en général, c'est plutôt: c'est qui le coupable? On va le trouver et on va le pendre. Non, ça n'existe plus. Mais l'idée est à peu près la même. Donc, il y a vraiment toujours cette recherche de coupable quand il y a un échec. Et l'idée, c'est de se dire peut-être que ce n'est pas normal. Mais c'est ce qui renforce notre fameuse cacoraphiophobie, c'est-à-dire la peur de l'échec, puisque si on échoue, on va nous considérer comme coupable et on n'est pas sûr de l'apprentissage. Pourtant, on a un exemple qui est très connu, qui est celui-ci. Oh, il apprend à marcher. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant apprend à marcher? En général, ce qu'on a tendance à faire, c'est plutôt à l'encourager. Allez, vas-y, ouais, vas-y, tu vas y arriver. Oh, t'es tombé, mais c'est pas grave, relève-toi. Oh, ben encore, allez, viens, je vais t'accompagner. Là, on est bien d'accord que pour apprendre à marcher, malheureusement, il n'y a pas possibilité de faire marcher l'enfant, c'est à lui d'apprendre tout seul. Il faut savoir qu'un enfant échoue 2000 fois avant de réussir à marcher. Ce qui veut dire que 2000 fois, on l'a encouragé pour qu'il puisse réussir à marcher. Alors, vous allez me dire: oui, mais Edouard, dis donc, moi, je ne me vois pas avec un collègue lui dire: t'as échoué? Ouh, boudou, boudou, boudou. Allez, t'as échoué. Allez, on va réessayer. Oh, on va réessayer. Peut-être que c'est juste un changement de paradigme. Peut-être qu'on pourrait dire ça à ses collègues. Mais bon, ça n'est pas encore d'actualité. Il y en a peut-être qui le font avec leurs collègues. Pour l'instant, ce n'est pas connu. Alors, je vous dis échouer, c'est cool, etc. Mais attention, on va revenir vers Monsieur Charles Pépin. L'apprentissage par l'échec est naturel. Oui, il est naturel. Et ensuite, il est dénaturé, j'ai envie de dire. Pour que l'échec redevienne quelque chose d'intéressant, il faut faire de l'échec quelque chose d'apprenant. Pour que l'échec soit apprenant, Monsieur Charles Pépin nous propose 3 choses. La première, c'est écarter tout déni de l'échec, c'est-à-dire accepter que l'échec en est un. La deuxième, c'est distinguer l'échec de sa personne. Ce n'est pas parce que j'ai échoué que je suis un échec. Je vais prendre l'exemple d'un gâteau. Admettons que je fasse un gâteau et que ce gâteau soit horrible. Est-ce que cela fait de moi une personne horrible? Non, c'est le gâteau qui est horrible. Et ensuite, il dit prendre le temps de s'interroger. Et c'est là que va venir notre fameux moment où on va chercher de l'invention ou de l'innovation, c'est de se dire: OK, j'ai réussi, est-ce que je reteste, est-ce que j'échoue, est-ce que je reteste, est-ce que ça marche, est-ce que j'ai envie de persévérer? Je vous rappelle tout à l'heure, il y a une notion de persévérance, c'est-à-dire que l'échec doit être persévéré. Mais c'est aussi le moment où je vais me poser la question: tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça en fait? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction? Est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer ça? Eh bien, tout ça va nous permettre de nous poser la question: est-ce qu'on a envie d'inventer, est-ce qu'on a envie d'innover? Voilà, donc il nous faut ces 3 étapes-là. Ceci me fait penser au changement. L'échec, c'est exactement la même chose qu'un deuil, c'est exactement la même chose qu'un changement. C'est-à-dire que vous allez devoir suivre cette fameuse courbe que tout le monde connaît et que tout le monde se dit: ah mon Dieu, je suis encore entré dans la courbe du changement ou dans la courbe du deuil. Et il y a cette fameuse partie d'expérimentation qui est l'endroit rêvé pour faire des tests, pour essayer d'inventer, pour essayer d'innover, pour être créatif et pour trouver un moyen de se sortir de cet endroit où l'on est.
Voilà, je ne l'avais pas cette blague. Merci beaucoup, Arnaud. Sans doute, Charles a-t-il eu beaucoup de pépins dans sa vie. Effectivement. Et en fait, certainement qu'il a aussi tombé à terre, qu'il s'est peut-être même planté et que depuis, il est devenu pommier. Il faut se planter pour pouvoir grandir. Oui, je tente une petite vanne comme ça. Donc, courbe du changement, échec, se relever, tester, innover, avancer, avancer, avancer et enfin pouvoir prendre les bonnes décisions et intégrer ces nouveaux changements pour pouvoir faire vivre l'innovation. J'aimerais faire un petit test avec vous. J'aimerais que vous réfléchissiez pendant 30 secondes dans votre tête à un échec que vous avez vécu il n'y a pas longtemps, que vous pourriez nous partager, mais que vous considérez comme n'étant pas un échec de votre faute. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on vous a reproché, mais n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous pourriez nous partager ça dans le chat, s'il vous plaît? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager ça et on va essayer avec lui de voir ce que l'on peut faire de cet échec? N'hésitez pas à venir échouer avec moi. Ça aurait été le moment d'une petite musique. 'Cause I'm happy, clap along if you feel. Ah, Clément, est-ce que vous voudriez partager avec nous ce moment de vidage de machine, s'il vous plaît? Ou alors Sophie. Un des deux, s'il vous plaît, vous prenez, vous allumez votre micro et est-ce qu'on peut essayer d'échanger ensemble? Sophie ou Clément? Oui. Alors, c'est qui? C'est Sophie? Alors oui, ben donc je me lance comme je n'entends pas Clément. Bonjour Sophie, bienvenue. Bonjour. On va échouer ensemble. Est-ce que ça va? Oui, oui, je veux bien échouer avec vous. Allons-y. Alors, vous m'avez écrit embarquer une partie de mon équipe au devant des habitants et prendre un mur avec l'autre partie. Oui, c'est une expérience récente. Donc, il s'agissait dans les participants se trouve Marie-Laure qui faisait partie de l'embarquement. Donc, il s'agissait d'embarquer 30 personnes pour aller au-devant des habitants dans la rue en démarche d'immersion pour faire bouger nos représentations, faire connaissance avec notre public, etc., dans une démarche usagée. Au final, il y avait beaucoup de choses à travailler sur l'intra dans un premier temps, ce qui fait que l'expérience a vraiment bousculé une partie des participants, une partie des collègues et a provoqué des réactions vives de rejet, de blocage. Ça a créé des remous donc l'embarquement durait 2 jours et ça a provoqué des remous pendant bien 2 mois. C'était vraiment compliqué. C'était tout récent, hein, l'embarquement a eu lieu début septembre. Mais au final, je reviens sur votre courbe de tout à l'heure. Au final, j'ai pu faire la part entre mon échec et l'échec, enfin, ce qui relevait de moi dans l'échec, de mes actions, on va dire, et ce qui relevait du contexte, des personnes, etc. Et faire le point sur ma façon de faire, ma façon d'être, mes compétences, les outils, et aller chercher ce qui me manquait, être mieux entourée, enfin, vous voyez, j'ai pu vraiment rebondir finalement, en tirer les leçons, et ça m'a reboosté paradoxalement parce que c'est comme si j'avais touché le fond. Et le fond, c'était mes convictions, convaincue que je ne faisais pas ça par hasard. Et oui, je peux faire des erreurs, mais j'ai toujours envie de continuer en fait, et j'y crois. Et je vais m'appuyer sur ceux qui sont partis, ceux qui ont embarqué et qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'aller plus loin. Et ensemble, on va peut-être faire autrement pour que ça fonctionne. Comment vous pourriez faire autrement? Alors, comment on peut faire autrement? Déjà en préparant moins seul, parce que bon, c'était la crise sanitaire. Donc, préparer en groupe, c'est ça? Oui, davantage en équipe. Tester des outils. Utiliser, enfin comment dire, constituer une équipe d'ambassadeurs.
Ok. Ils vont Euh, avoir quoi Peut-être jouer, comme jouer profil davantage, les enfin voilà. ambassadeurs? Pardon? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme profil les ambassadeurs? Des agents volontaires, des agents curieux, pas toujours les mêmes, Ok. des encadrants, mais pas que. Ça vous va? Ouais, ils vont avoir le droit à l'échec ou pas? Ah bah oui, forcément. Qu'est-ce qu'ils prennent comme risque? Ils prennent le risque de s'isoler, enfin d'être, comment dire, de ne pas suivre le mouvement général D'accord? des mécontents, des réticents. Donc le risque de se distinguer, le risque de dire, ben, moi j'ai envie d'essayer, Mhm. j'y crois. Le risque de continuer et de retourner dans la rue au-devant des habitants. Qu'est-ce qu'ils peuvent y Euh, gagner? Ce qu'ils peuvent y gagner, c'est de l'enthousiasme, Ok. de pouvoir faire autrement, de jouer, de tester, de s'autoriser, de changer de cadre, parce que je vais les emmener à Dijon pour faire un retour sur expérience Ok. à la région. Et donc, à cette occasion, ils vont rencontrer des personnes qui travaillent autrement, qui pensent D'accord. autrement, qui jouent en travaillant. Donc, Donc ils vont ça, pouvoir s'enrichir c'est un petit peu là-dessus. complètement. Qu'est-ce qu'a gagné votre équipe, votre groupe là-dessus? Comment? Qu'est-ce que votre équipe a gagné aussi? Euh, Comment dire? Sortir du lot, Ok. se démarquer, changer son image et ne plus être seule avec elle-même, tourner vers elle-même, le fait de s'ouvrir à l'extérieur, que ce soit les habitants ou d'autres collaborateurs très différents de ceux qu'on connaît. Travailler, que les personnes de l'équipe, des personnes qui ne travaillent pas ensemble habituellement, se rencontrent dans un cadre différent et collaborent, alors que leurs rôles sont enfin, ils n'ont pas l'occasion de travailler ensemble habituellement, ils font partie d'équipes différentes. Ok. Soit Plus on est d'interactions, je vois multisites, oui, dans le plus chat. d'interaction. Merci Sophie. Alors, Je vous en prie, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. Sophie, merci beaucoup de votre partage. je vous en prie. C'est un échec parce que je voulais tester quelque chose, mais c'est encore mieux que ce que je pensais, puisqu'en fait, vous nous avez raconté quelque chose qui a fonctionné chez vous et puis qui porte déjà des envies et des besoins. Tout à l'heure, on a parlé d'imagination. Ce qui peut être intéressant, Sophie, c'est que tout ça va nourrir ce que je vous disais tout à l'heure, l'imagination en fait, de vos collaborateurs. Et donc, au moment où vous allez voir créer, inventer, ça va enrichir un petit peu leur façon de voir. Donc, vous allez pouvoir utiliser après des leviers d'innovation qui vont permettre de créer des choses qui vont être enrichies de nouvelles choses que peut-être ils n'ont pas encore en connaissance ou en conscience dans leur façon de faire, dans leur façon d'être. Donc, bravo Sophie pour ce partage et merci beaucoup. Je continue, je vais accélérer un petit peu parce que je suis très en retard. La créativité, en fait, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai parlé tout à l'heure, la créativité intervient à beaucoup d'endroits. C'est ce qui nous permet souvent de sortir aussi de cette courbe du changement. Sophie, on l'a vu, a décidé d'utiliser plein de choses pour se dire, tiens, je vais sortir un petit peu de ça. Cela débloque mon audace pour innover et imaginer. Oui, complètement d'accord. La créativité, voici comment nous la travaillons chez Olisco. En fait, on la sépare en deux groupes packs. Il y a d'abord tout ce qu'on appelle les processus de créativité. Donc, ce sont des outils que vous connaissez peut-être, le brainstorming, la méthode des 6 chapeaux, les scénarios catastrophes. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Pardon, je vais juste rester sur l'image d'avant. Ceux-ci, ce sont on va appeler ça des outils, on appelle ça des processus de créativité, mais vous les avez certainement déjà utilisés. Nous, à cela, on estime qu'il faut rajouter des choses. Ce sont des postures qui vont faciliter la créativité. Et dans ces postures, on va distinguer deux choses. Le cadre, un cadre qui va être à expliciter, qui va permettre à la créativité de s'exprimer, et les comportements, c'est-à-dire un petit peu comment moi je vais être formé, comment je vais utiliser un petit peu mon cerveau. Cela va pouvoir se faire soit par individu, soit en groupe. Voici des exemples. Donc, dans le cadre, tout ce que l'on voit, nous, on utilise tout ce qui va être feedback, feed forward, utiliser des safe space, des cadres de confiance, etc., des réunions de créativité. Et dans le comportement, on va essayer de travailler sur tout ce qui va être lâcher prise, écoute de l'autre, écoute de soi, acceptation, assertivité, ouvrir son imaginaire, la confiance en soi, etc., etc., etc. Et pour que la créativité soit au maximum, nous, on estime que le combo
c'est d'avoir le processus, les processus de créativité et les postures qui facilitent la créativité. Ça, on le travaille notamment au travers de l'improvisation et d'outils de créativité. Venons-en tout de suite dans le service public. Je vais essayer d'accélérer encore un petit peu, je suis désolé. Donc, pour le service public, il y a des typologies d'innovation. C'est-à-dire que, globalement, vous pouvez innover de la même façon que n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire qu'il vous faut de l'imagination, il vous faut des inventions ou des produits et il vous faut de la créativité pour pouvoir passer au stade de l'innovation. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Windrum en 2008 qui a décrit des typologies d'innovation qui sont spécifiques et qui devraient un peu plus vous parler. Par exemple, l'innovation de services ou de produits, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'innover sur quelque chose que vous avez déjà en main et que vous allez pouvoir améliorer. Avoir un nouveau mode de prestation de service, c'est-à-dire que vous avez déjà un service qui est en place et l'idée, c'est de changer en fait la manière dont vous apportez cette aide aux usagers ou la manière dont vous je ne sais pas, par exemple, il y a Totem qui est en place à Dijon qui permet aux usagers de suivre via leur smartphone. Ça a été un nouveau mode de prestation de service. Avant, on regardait dans les abribus. Ensuite, on a regardé sur notre smartphone pour savoir quand est-ce qu'arrivaient les bus, quand est-ce qu'arrivaient les trams, etc. L'innovation peut se passer au niveau aussi administratif, organisationnel ou de gouvernance. On l'a vu, il y a d'autres façons de prendre des décisions qui peuvent être faites en groupe plutôt que d'avoir des décisions qui soient hiérarchiques. Et on a peut-être d'autres modèles, d'autres façons de valider les choses. Innovation conceptuelle, donc là l'idée c'est de changer de paradigme ou d'arriver sur des modes un petit peu disruptifs sur notre façon de conceptualiser les choses. L'innovation politique, alors ce n'est pas de changer nos politiques, ça c'est très difficile à faire, c'est plutôt changer la façon dont on pense le collectif. C'est-à-dire on a une façon de voir et de gérer le collectif ou les collectivités et l'idée c'est de modifier cette façon-là. Il y a l'innovation systémique. Là, c'est au niveau de votre groupe, de votre entité, modifier les données de sortie de votre entité. Et l'innovation de processus. Donc là, l'idée, c'est de venir amener soit de l'innovation technologique, soit de l'innovation administrative dans la manière dont vous effectuez les tâches, dans la manière dont vous prenez les décisions, etc., etc. Donc, je vais très vite, je suis désolé. Ce qui bloque principalement, les gros freins qui ont été repérés, c'est la culture administrative, qui est tout simplement une aversion au risque, préférence pour les règles et un manque d'autonomie des cadres. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais c'est le plus gros pavé. Un autre, l'aversion des décideurs politiques pour les risques. Un décideur politique a très peu envie de prendre des risques. C'est comme ça dans l'administration, contrairement aux entreprises privées. Et encore, il faut vraiment que vous enleviez le mythe de dans les entreprises privées, ils peuvent faire un petit peu tout ce qu'ils veulent. J'y travaille beaucoup. Ce n'est pas aussi simple que ça. Autre caractéristique, tout ce qui va être de l'ordre de c'est quoi une innovation. C'est-à-dire que une innovation, en fait, ça peut faire peur, ça peut être compliqué, ça peut être trop disruptif, ça peut être difficile à mettre en œuvre, ou alors au contraire, ça peut être tout l'inverse. Mais on a plutôt une idée dans le service public que l'innovation est quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. La recherche de consensus. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. On va faire en sorte qu'une invention ou une innovation soit un peu pour tout le monde et du coup, elle va s'étouffer parce que du coup, pour que ce soit d'accord avec tout le monde, c'est un petit peu moins pertinent. Et une dernière chose qui bloque et qui est assez étonnante, c'est la non-personnification des projets. En fait, un projet innovant a besoin d'être porté par une personne. C'est-à-dire que si le projet n'est pas porté par un innovateur, on va très peu s'attacher à cette innovation ou à cette invention et donc elle va très peu se diffuser. Je vous rappelle les grandes innovations qu'on connaît. Steve Jobs, aujourd'hui, l'iPhone a beaucoup moins il surfe sur sa vague, mais c'est beaucoup moins porté comme un produit innovant depuis qu'on n'a plus Steve Jobs qui est aux manettes. Et vous pouvez comme ça regarder un petit peu pas mal d'innovations et voir qu'effectivement, en général, l'innovation est portée par un leader et ça, on n'aime pas trop dans le service public. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vais résumer tout ça par un schéma. On imagine que notre iceberg, c'est un petit peu tout ce qu'on veut faire au niveau de l'innovation. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un groupe, de définir un groupe
de gens, de profils qui vont avoir les compétences, qui vont avoir en tout cas l'envie, Sophie nous l'a partagé tout à l'heure, je vais aller chercher des gens qui ont envie, je vais proposer des nouvelles façons de faire. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver ce groupe-là. Ce groupe-là, derrière, on va l'amener à trouver comment se sentir bien. Tout à l'heure, on vous a parlé de cadre et de comportement pour créer de la créativité. Eh bien, c'est ça qu'on va chercher à faire. On va chercher à faire en sorte que ce groupe soit prêt à se lancer dans l'imaginaire, au partage, etc. Ce groupe, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui proposer des typologies d'innovation. On a vu, il y a plein de typologies d'innovation que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis passé un petit peu vite, je m'en excuse, mais il le fallait. Par exemple, on va leur dire, voilà, il y a ce service aux usagers-là, il va falloir innover dessus. Et ce qu'on vous propose, c'est que ce service aux usagers-là, on va utiliser un levier qui va être, il faut qu'il soit plus écologique. À vous d'innover là-dedans. Pour ça, on va avoir besoin d'imagination. Donc, l'imagination, je vous le rappelle, c'est tout ce qu'on sait dans notre tête, tout ce qu'il y a de l'époque. Donc, c'est pour ça que le groupe, c'est important de l'avoir formé, d'avoir formé le bon groupe pour qu'il y ait les connaissances, les compétences, pour qu'il y ait un maximum de choses qui puissent être brainstormées, etc. Ça va être notre zone de divergence. Ensuite, derrière ce groupe-là, on va l'amener sur du test, de l'échec et de la persévérance. On va le laisser échouer, on va le laisser essayer. Et nous, en improvisation, on valorise ça. C'est-à-dire qu'on leur dit, allez-y, c'est vraiment chouette. Et en amont, on a bien vérifié que notre danger est identifié et que nos risques sont identifiés aussi. Et on a bien prévenu nos décideurs que voici quels sont les risques qu'on peut prendre. Et je ne sais pas si vous avez vu les questions que j'ai posées à Sophie tout à l'heure, c'est quoi les bénéfices et qu'est-ce que peut en retirer votre équipe. Ça fait partie des éléments qui peuvent être des arguments pour vos décideurs de se dire, oh là là, j'ai peur, voici quels sont les risques, bénéfices qui sont inhérents à cette innovation. Donc, tester, échouer, persévérer. Cela va nous amener vers des innovations, vers des inventions, des produits, des procédés qui vont être nouveaux. Ça va être le moment où on va converger, on va tester, il y aura des nouvelles inventions. Ah, ça va marcher. On va faire baigner tout ça dans de la créativité pour que ça émulse et pour qu'à la fin sorte une petite innovation au-dessus. L'innovation, elle n'aura lieu. J'espère que vous l'avez compris qu'à partir du moment où ce sera diffusé, que ce sera accepté par les autres. Sinon, ça reste vraiment au stade d'invention. Mais avant tout ça, il y a vraiment toute la partie cachée de l'iceberg qui est il faut se planter, il faut tester, il faut essayer, il faut échouer, il faut apprécier d'échouer pour apprendre et pour pouvoir proposer après une innovation. Tout ça dans notre typologie d'innovation. J'aimerais finir un petit peu avec quelques petites phrases choc. Bienvenue, j'espère que vous êtes un pro de la réussite parce qu'ici, on veut de l'innovation. Mon dernier projet a été un échec total. Il faut que je cache tout ça au boss et à l'équipe. Vous n'avez pas fait de longues études, vous avez redoublé avec un parcours plein d'échecs. Vous n'êtes pas du tout qualifié. Tu t'es planté? Arrête, tu n'es pas fait pour ça. J'espère réellement que ces phrases-là, maintenant, sont pour vous des aberrations, contrairement aux phrases qu'on a vues en entrée, puisque pour moi, pour innover, il faut échouer avec panache. Voilà, je suis allé un peu vite, j'ai peut-être même débordé le temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous en avez appris, que vous avez appris plein de choses sur pourquoi je pense que l'innovation passe par l'échec. N'hésitez pas, si vous avez des questions et si vous avez le temps de rester un petit peu avec moi, on peut se faire un petit échange comme ça de 10 minutes, un quart d'heure. Mandela avait cette phrase-là aussi, Émeric, je n'ai jamais échoué, soit j'ai réussi, soit j'ai appris. J'espère qu'au travers de la conférence, vous avez compris qu'il ne suffit pas de donner des poncifs comme ça, il faut agir après derrière, il faut rendre concrètes les choses. Un échec peut être un échec, mais un échec, lorsqu'il est apprenant, permet de faire plein de choses. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Édouard. Non, écoute, on est pile poil dans les temps. Donc merci à toi. C'était passionnant. Merci à Sophie pour son intervention et merci à toutes et tous. Juste avant de partir, ce que je vous propose, puisqu'on essaie de tenir le timing, mais pour autant, ce que j'aimerais, c'est qu'avant de partir dans le chat, vous partagiez un élément que vous retenez de ce que vous avez entendu, un élément que vous retenez de ce que vous avez entendu. C'est important pour nous donner à voir, voilà, dans le cadre du mois de l'innovation publique. Et puis c'est peut-être qu'en faisant ça, peut-être que c'est un petit pas supplémentaire pour mettre en œuvre des choses pour la activer le son. Alors,
Alors, j'ai passé mon temps à éteindre certains micros, donc pardon pour ceux que j'ai éteints. Voilà, je vous invite, avant de partir tranquillement, naviguer vers d'autres ressources, à mentionner ce qui vous a marqué, sachant que donc, la conférence a été enregistrée, qu'elle sera diffusée donc, à l'issue du mois de l'innovation publique en ligne sur le wiki des innovatrices et innovateurs publics de Bourgogne-Franche-Comté. Et qu'Édouard, je te remercie pour ta proposition et ton animation. Et peut-être nous en retrouverons certains d'entre vous demain, cette fois-ci en présentiel, pour un atelier, cette fois-ci toujours avec Édouard, sur tester, cette fois-ci l'innovation par l'échec. Donc voilà, on n'en parle pas seulement, on va tester. Donc voilà, donc écoutez, continuons à échouer ensemble. Voilà, et on vous proposera plein de façons d'échouer. Voilà, n'est-ce pas Sophie? Et voilà, échouons ensemble. Et puis à très bientôt à toutes et tous. Voilà, je vous laisse tranquillement alimenter le chat. C'est le clown expert de l'échec, n'est-ce pas, Céline? Qu'est-ce que tu dis, Sophie? Le clown qui est l'expert de l'échec aussi. Exactement, le clown est l'expert de l'échec, et vous aussi pouvez partir avec ça. Le clown est un expert en échec, donc voilà. Merci Édouard, merci à toutes et tous d'avoir écouté. Ça nous permet d'écouter aussi ensemble ces propos et du coup de les réinvestir demain. Donc merci. Merci à vous, très bonne journée. Au revoir Édouard, à demain. Au revoir.